Et coucou les copains, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de podcast avec une invitée de marque, une invitée que vous connaissez très certainement étant donné elle est très active dans le domaine de l'ésotérisme. Elle a écrit un super oracle que je vous conseille d'aller voir. On se retrouve avec Sister Ezo. On va parler dans cet épisode de familier, on va parler de magie des miroirs et on va parler de la déesse Astéria et du monde astral, des sorties de corps et j'en passe. J'espère que l'épisode vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un joli commentaire sous la vidéo si vous êtes sur YouTube et en dessous du podcast si vous êtes sur Spotify. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tantôt. Alors déjà, coucou Sister Ezo, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Eh ben, je vais très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi est basée ta pratique? Alors, si je devais rapidement me présenter, je m'intéresse à l'ésotérisme en tout genre, les différentes cultures, pratiques, croyances m'intéressent énormément. À côté de ça, on peut peut-être me connaître rapidement vis-à-vis de mes activités sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Spotify, un petit peu quelques stories sur Instagram, mais je me revendique personnellement comme étant une sorcière. Et la petite spécificité, ce pourquoi je pense que je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler de la magie des miroirs. Tout à fait. Alors on va en revenir un petit peu plus tard, dans le podcast. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours dans l'ésotérisme? Quand est-ce que tu as commencé? Par quoi? Qu'est-ce qui t'intéressait? Alors, ça va être un petit peu long parce que pour le coup, on pourrait croire que j'ai commencé tout de suite par la sorcellerie, mais Mmh. si on parle vraiment de l'ésotérisme pur et dur, ça a commencé par, des bêtises qu'on peut tous faire, je pense, quand on est jeune avec Halloween et tout. Donc moi, à la base, ma première expérience avec l'ésotérisme, c'est un truc que je ne vous encourage absolument pas à faire, ça a été les planches de Ouija. Voilà, Ah oui. voilà. À l'âge de 13 ans jusqu'à au moins mes 14 ans. Ensuite, on s'est un peu calmé. Je suis arrivée au lycée et là, c'est les arts divinatoires qui m'ont beaucoup, comment dire ça? Qui m'ont beaucoup intéressée. Donc je lisais les lignes de la main, je tirais les cartes pendant les pauses à mes camarades. Enfin, c'était super chouette et de fil en aiguille, quand on va en découvrir un peu plus dans le monde de l'ésotérisme, on tombe sur la sorcellerie et voilà. Après, là, actuellement, j'ai fait de l'ésotérisme un peu, ma vie, on va dire, un peu mon travail, puisque du coup, je travaille dans une boutique ésotérique également. Je suis également artiste, auteur et du coup, je le mets en avant dans mon travail, donc à travers un oracle. Ouais, l'ésotérisme, c'est une grande part de ma vie et voilà un petit peu mon parcours à l'heure actuelle. Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, les bêtises que tu as pu faire, dans ton parcours ésotérique? Sachant que tu nous parlais du coup des planches de Ouija. Est-ce que tu as eu des Mmh. mauvaises expériences ou des trucs qui font dire que tu aurais dû plus te protéger ou des trucs comme ça? Bah, comme je vous le dis, le j'en suis pas fière, hein, qu'on se le dise tout de suite et maintenant tu as des petites exclusivités sur les conneries que j'ai pu faire. Bah, du coup, il y avait ça quand c'est pas débuté, c'était juste que quand tu es un gamin, tu as vu le film Ouija au cinéma et tu as envie de reproduire bêtement, hein, c'est ni plus ni moins que Oui. ça à la base. On va dire que des petites choses, des petites insécurités, on en a tous eu, j'imagine. J'en ai pas forcément des flagrantes. On va dire que là, à l'heure actuelle, ce qui est vraiment très chouette, c'est que j'ai un certain privilège dans le sens où j'accepte le droit à l'erreur. Je peux faire des erreurs et si j'en fais, je sais que je connais certaines personnes qui pourront m'aider à rattraper l'erreur. Donc, en fait, je pense que j'en fais pas mal, mais je me laisse ce droit à l'erreur que beaucoup de personnes, entre guillemets, c'est la fin du monde s'il y a une erreur et tout ce qui va avec. J'imagine que là où je vais faire les pires erreurs, on va dire, ça pourrait être quoi? Ça va être surtout humaine, hein, les erreurs que je peux avoir eues sur mon parcours. Ça va être des personnes un peu mal intentionnées, ça peut être faire, placer une mauvaise confiance à une certaine personne ou des choses comme ça. Après, j'essaie de faire vraiment attention, de toujours me documenter avant, ce qui fait que ça minimise quand même énormément les erreurs. Mais, j'en ai pas, en tête qui viendrait, tout de suite maintenant à part celle avec la Ouija où ça, c'est une grosse erreur de parcours. Après, c'est vrai que comme tu le dis, dans le witch talk actuel, c'est très mal vu de faire des erreurs, alors que c'est avec ça qu'on apprend, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Mais je pense, tu sais, que les gens ont peur de se dire: «Ah purée, j'ai fait une erreur, je sais pas comment faire pour régler Mmh. l'erreur», alors qu'avant de faire un rituel, bah, tu t'informes sur le fait que: «OK, si ça va pas, qu'est-ce que je fais, quoi?» C'est ça, il faut faire en comment dire ça?
En connaissance de cause, donc c'est-à-dire que quand tu vas te renseigner sur une pratique, tu vas te demander qu'est-ce que je dois faire pour justement ne pas faire d'erreur, quelles sont les possibles répercussions s'il venait à y avoir une erreur, et que faire si elle arrive. Sinon tu ne te lances pas, c'est aussi bête que ça finalement. Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ta pratique actuelle? Qu'est-ce qui a changé de quand tu débutais? Est-ce que tu as découvert de nouvelles choses ou est-ce que tu as abandonné certaines pratiques? Alors quand je débutais, je pense un peu comme tout le monde, on s'intéresse à tout ce qui est un peu plus sorcellerie moderne. Donc on va avoir, les petits cristaux, les petites plantes, enfin c'est assez divers, prendre en compte, les signes astrologiques, les choses comme ça, se baser sur la lunaison, chose que je continue encore de faire pour ce qui est de la lunaison. Mais c'est vrai que maintenant dans ma pratique par exemple, il n'y a quasiment plus de cristaux, sauf dans certains cas exceptionnels où, c'est pas parce que, comment dire ça? C'est beaucoup moins présent, je vais plutôt utiliser maintenant, ça va être, des bougies avec des formes spécifiques qu'on appelle des dagides. Je vais utiliser mes miroirs, je vais utiliser, certains objets qui sont consacrés à des actions spécifiques comme des ciseaux pour couper des liens. Vraiment pour le coup, j'ai une pratique où j'ai l'impression que je suis un peu, entre guillemets, «en marge» de ce qu'on peut voir énormément sur les réseaux sociaux, où ça va être du spell jar à en veux-tu, en voilà, chose que je ne pratique pas. La spell jar, c'est quelque chose où je me reconnais pas du tout dedans. Et voilà, quoi, je suis mon petit chemin de vie, je pratique, entre guillemets, si je dois m'adresser à des entités quelconques, ça va être Astéria, qui est une divinité du panthéon grec. Ça va être trouver de l'appui chez mes familiers. Ça va être ce genre de choses, voilà. Tu travailles beaucoup avec, avec des énergies, des entités à ce que je comprends. Attends, Bah, voilà. pas tant que ça finalement, j'essaie quand même de me limiter, ça va vraiment être, certaines divinités du panthéon grec à qui je vais faire appel à des moments, spécifiques sauf pour, Astéria et j'ai genre on n'a pas des familiers à Bâle et par exemple, moi je pratique Mmh. pas du tout avec les ancêtres, je pratique pas du tout, avec, certaines entités, un peu plus communes, enfin je reste un peu avec ce qui fonctionne pour moi et ce qui marche pour moi principalement. Est-ce que tu les contactes au travers la magie des miroirs? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la magie des miroirs? Ouais, pas de souci. En fait, la magie des miroirs, déjà tout est dans le titre, il vous faut des miroirs. C'est assez divers, on peut faire tellement de choses, c'est un outil qui est d'une grande polyvalence. Même si on va dire que c'est une pratique qui s'est un petit peu perdue, je trouve, avec le temps, parce que peut-être moins à la mode, moins esthétique, et qui pourtant ont fait énormément de choses. Avec un miroir, on peut en faire de la divination, avec un miroir, on peut faire des sorts d'attraction, on peut faire des malédictions, des envoûtements, on peut faire des, sorts pour retourner la réalité à notre avantage, des sorts, pour, augmenter les gains, des sorts pour augmenter les rituels, utiliser un miroir pour, faire des renvois à l'envoyeur. C'est l'outil, c'est pour ça que moi ma pratique est quand même basée, presque exclusivement dessus, c'est que c'est l'outil le plus polyvalent que j'ai eu entre les mains et que j'utilise, que ça soit pour la protection et tout, enfin, c'est excessivement large. On peut faire des invocations, on peut faire de la je crois que je l'ai déjà dit, de la divination. On peut invoquer grâce au miroir, enfin, c'est pour moi, c'est l'outil sous-coté de tout ce qu'on peut faire avec en sorcellerie. Et du coup, pour ce qui est de ma pratique, par exemple, je vous parle un petit peu de familier. Faut savoir Mmh. que, dans tout ce qui va être sorcellerie des campagnes, généralement, quand c'est des mages qui vont parler, du miroir, qui vont traiter du domaine, des gens un petit peu plus reconnus, ils vont être assez médisants par rapport aux sorcières des campagnes qui utilisent n'importe quel miroir pour invoquer et ils disent que, voilà, c'est des esprits maléfiques, c'est leurs familiers qui leur répondent à travers le miroir. Mais laissons les familiers nous répondre à travers les miroirs. Laissons les familiers nous donner des informations, nous aider, nous guider et être des appuis dans nos rituels, faire appel à eux pour, comment dire ça, accroître un rituel par exemple, ou pour trouver une information quand on n'est pas apte à faire par exemple une divination, une sortie de corps pour aller voir dans l'astral ce qui se passe. Au moins, ben, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais si t'envoies le familier le faire, toi tu prends aucun risque. Mmh. Est-ce que tu peux un petit peu définir ce que c'est qu'un familier pour ceux qui sauraient pas vraiment ce que c'est? Ah ça, c'est une très bonne question. Alors, on va dire qu'on va avoir 2 types de familiers, si je devais vraiment vulgariser la chose. On va Ouais. avoir les familiers sur le plan physique, c'est-à-dire, des animaux, comme on peut en avoir un peu partout, chat, rat, corbeau, cheval,
et tutti quanti, on dit que c'est un familier à partir du moment où il vous aide en tant que sorcière. Donc par exemple, avoir un rat en familier, si le rat commence à avoir peur d'un danger, il va fuir le danger, donc tu suis le rat pour t'échapper du danger, tu vois. Quand ça va être un Oui. chat, ça peut être par sa présence qu'il est là. On dit que les chats, ils mangent entre guillemets les mauvaises énergies, donc montrer les endroits de la maison où il y aurait des mauvaises énergies. Ça va être les familiers un peu plus physiques, qui sont concrets. Faut savoir que votre chat n'est pas forcément un familier. Ça pourrait l'être, mais ce n'est pas une obligation. Moi, à un moment dans ma vie, j'avais eu, entre guillemets, un animal que je considérais comme un familier physique, ce n'était pas le mien. C'était un chat que je gardais quand j'étais cat-sitter, qui venait à chaque Mhm. fois que je faisais un petit rituel dans mon extérieur, il venait, parce que c'était un chat des voisins, qui venait toujours pour assister de A à Z au rituel. Il venait aussi chez moi parce que de temps en temps, il squattait à la maison. Et à chaque fois qu'il venait, ce chat venait une période pour soit petit 1, dire qu'il allait avoir un malheur, c'est-à-dire que quand ce chat venait, il indiquait que là, il va y avoir une merde, ou il venait après la merde pour réconforter. Donc en fait, c'était un Mhm. indicateur de attention. Et Ouais. c'était un chat noir, mais du coup, je le voyais pas comme c'est le chat noir qui produit, c'est le chat Mhm. noir qui t'informe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était vraiment une chance de l'avoir eu dans ma vie pendant quelques temps. Malheureusement, j'ai déménagé. Et pour revenir du coup avec les familles avec lesquelles je traite, parce qu'on ne met pas un chat dans un miroir, C'est ça vrai? va être du coup des familiers un peu plus immatériels, en fait, qui sont sur ce qu'on appelle le monde subtil. Et Mhm. avec qui, du coup, on peut traiter. Il n'y a pas forcément l'obligation d'avoir un miroir pour avoir des familiers. C'est juste que le miroir sert d'interface, tout simplement. Qui peuvent faire passer les messages via le miroir. Qu'on peut utiliser un miroir aussi, entre guillemets, sur leur hôtel pour leur laisser un endroit de jeu, comme on pourrait mettre, par exemple, des ossements sur leur partie d'hôtel pour qu'ils aient un endroit de jeu, un endroit qui est à eux, tout simplement. Du coup, tu fais un hôtel, pour tes familiers et c'est par là que tu communiques ou est-ce que tu peux communiquer avec un familier au niveau des ressentis, au niveau des signes, au même titre qu'une divinité? Alors, ils ont un autel à eux, en fait, qui Mmh. permet, entre guillemets, de leur donner des offrandes lorsqu'ils font une action à ma demande. C'est Oui. donnant-donnant. Je vais Mmh. pas leur demander d'aller me chercher perpète et en échange rien offrir. Ça serait pas entre guillemets louable de ma part. Et par contre, c'est-à-dire qu'ils ont, alors normalement on n'est pas trop censé donner, certaines indications de nos familiers, parce que c'est un peu comme les OK. protections, c'est des choses qui ne se disent pas. On n'est pas censé partager leur nom, on n'est pas censé Oui. partager le moyen dont on fait appel à eux, on n'est pas censé, partager, par quel biais on fait appel aux familiers. C'est vraiment comme des protections pour le coup, Mmh. parce qu'on peut retourner un familier contre nous. Pour expliquer un Ah petit peu, OK. facilement la chose, imaginons que vous ayez un familier de protection de la demeure. Si, imaginons que demain je suis quelqu'un de très mal intentionné. Si je connais le nom de ce familier, que je connais des pratiques comme un petit peu la goétie, qui est l'asservissement d'entités, j'appelle Mmh. ce familier, je l'asservis pour détruire, entre guillemets, «tes protections». Je vois, Tu vois ce que je veux dire? Donc je là-dessus, je vois. développerai pas forcément trop, mais j'ai Mmh. plusieurs méthodes qui me permettent d'avoir le familier, à tout moment, à tout lieu et en fonction de mes besoins. Mais du coup, je suis pas dans OK. l'obligation de passer par l'hôtel à chaque fois. OK. Est-ce que tu aurais des livres ou des sites que tu recommanderais pour s'informer sur les familiers? Malheureusement, en France, on a, des éditions qui sont pas portées sur ce style de sujet, qui Oui. vont faire vraiment des magies de surface qu'on va trouver dans, justement, les grandes surfaces et si on veut déjà trouver des choses un peu plus intéressantes sur ce qui va être des familiers, va falloir aller dans les vraies boutiques ésotériques qui, des fois, peuvent avoir certains livres avec des légers passages sur le travail avec les esprits. Mmh. Où on a certains vieux grimoires où là, c'est intéressant, mais on peut pas le reproduire. Par exemple, il y a dans un ancien grimoire que j'avais lu, je sais plus c'était lequel, on avait le fait de faire venir à soi un familier, mais il fallait mettre quelque chose dans la bouche d'un mort ou un truc comme ça, donc ne le faites pas, c'est Sympa. évident. Voilà, mais ouais, pour le coup, en France, on est assez démunis sur le sujet. Moi, ce que je préfère, c'est regarder ce qui se passe au niveau de l'Angleterre, où là, on a déjà un peu plus d'informations sur le sujet. Il y a un livre que je lis et que j'aime énormément, qui traite un petit peu du sujet. C'est, alors en français, ça serait traduit par le chemin croisé, le chemin cornu, The Crooked Past. Il faudrait que je retrouve le nom, mais je pense qu'il sera mis Oui, en description au besoin. c'est ça. Euh,
Voilà, il y en a d'autres, ou qui me viennent aussi à l'esprit que je vais donner à Manon pour qu'elle vous mette directement dans la description que j'aime beaucoup. Mais moi et l'anglais plus ma dyslexie fait que c'est vraiment très dur de retrouver les noms. Désolée. Pas de souci, mais du coup, tu me les enverras, Il y a je les aucun mettrai en problème. description. Au niveau de la magie des miroirs, comment ça t'est venu? À quel moment tu t'es dit que ça pouvait être intéressant pour ta pratique? Et où est-ce qu'en fait tu as vu ça pour la première fois? Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, la magie des miroirs, c'est un accident. On dit que les on dit que les plus grandes découvertes scientifiques sont faites par accident, bah, là, on est un peu dans le même cadre. En fait, je vais raconter un petit peu rapidement ma première interaction avec les miroirs et là où je me suis dit: «Faut chercher, il y a un truc à développer, ça tu vas pas le laisser de côté». Lorsque j'étais en licence d'art, donc il y a quelques années, je suis allée voir une exposition sur Goya, au Palais de Lille. C'était vraiment une exposition très intéressante, c'est un artiste que j'aime beaucoup qui voilà, je vis ma meilleure vie à l'exposition et à la fin, il y a le shop du musée qui propose du merch autour justement, des tableaux autour, de cette exposition. Et là, je vois un petit miroir où d'un côté, on a l'un de ces tableaux iconiques et de l'autre, le petit miroir, tout simple. Je le prends, il vient avec moi, je l'adopte, voilà. Quelques jours après, je suis en train de faire un rituel qui me prend beaucoup, mais vraiment énormément, me pompe beaucoup, beaucoup d'énergie. Un Mmh. rituel où en fait, t'es presque à la limite de la transe, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Et du coup, le rituel, je le clôture, on n'a plus beaucoup, forcément d'énergie et j'ai envie de regarder ce petit miroir pour regarder un petit peu, revoir un petit peu l'œuvre qui était à l'arrière. Je regarde, cette œuvre-ci, je regarde vraiment chaque centimètre, tu vois? Et je suis comme aspirée, comme si le temps s'arrêtait par cette œuvre-ci. En art, on dit qu'on est dans un moment où on est, hors du temps, je sais pas, je sais plus le terme Ouais. exact, mais on est, absorbé et je commence à tourner du coup l'autre côté qui est celle du miroir. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, vraiment, entre guillemets, la le miroir est extrêmement proche de mes yeux. Je regarde et je regarde mon œil se regarder dans le miroir, ce qui fait que ça crée un truc assez infini, puisque votre œil est un miroir, en fait et ça fait comme, une sorte d'hypnose. Petit à petit, je Mmh. ramène à moi le fameux miroir et d'un seul coup, c'est le vide. Tout devient noir, tout est à l'arrêt et je fais une sortie de corps sans m'en rendre compte et je commence à voir que je peux bouger. Je me vois en train de regarder le miroir, je vois ma chambre, je peux sortir de la maison, donc passer par le toit, que je vois la rue, que je peux me déplacer, puis d'un seul coup, je suis, «ramenée» entre guillemets, à moi et je me suis dit: «Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer?» et en fait, ça a été ma première re sortie de corps à cause de ce miroir-là. Parce que tu es dans un moment d'extase, c'était ça le mot que je cherchais et ça a amené à la transe, ce moment d'extase. Parce Mmh. que tu as déjà la fatigue de base, tu as le truc de tu te regardes, tu t'hypnotises, donc tout était, mis pour qu'on en arrive à cette étape où tu fais une sortie de corps, tu comprends pas ce qui se passe et voilà, c'était, une expérience qui est assez, bouleversante, qui chamboule en fait et je me suis dit: «OK, il y a un truc à faire avec ce miroir. Il y a un truc à aller gratter» et c'est à partir de cet accident justement que, je me suis mis à retourner, les vieux grimoires, que je me suis mis à me renseigner sur tout ce qui est faisable avec un miroir, que je me suis mis à expérimenter le miroir dans mes rituels, à expérimenter les miroirs en invocation. Il y a eu beaucoup d'expérimentation parce que comme je le disais, les sources en français, sur les magies qui, sont un peu plus complexes que les plantes ou qui sont un peu plus complexes, que des choses en lien avec les divinités, se font rares malheureusement, ou c'est des anciens ouvrages qui ont du mal à être lus par notre génération parce que ça va être du vieux français, des choses comme ça, pas Mmh. facilement accessibles à tous. Mais bref, on s'est quand même forcé à les lire, ces choses en vieux français et voilà, c'est à partir de là que s'est créée du coup ma pratique avec les miroirs et que j'ai pu voir, ben, le potentiel de cet objet tout simplement. Et maintenant, comment est-ce que tu intègres les miroirs, dans ta pratique? Si c'est pas trop, indiscret évidemment. Bah non, puisqu'on est là pour en parler justement. Bah, en fait, ils sont partout. Ils sont partout, tout le temps, à chaque moment, à chaque instant. Si ça va être pour un sort, par exemple, en lien avec l'abondance, Oui. l'accumulation,
Je vais prendre le sort tel qu'il est, par exemple si je l'ai vu dans un livre, si c'est dans la traduction, de mon groupe de pratiquants, on va faire le sort comme tel, mais il y a un petit miroir qui va se mettre au bout pour dupliquer, le rituel quoi, pour dupliquer le gain finalement et ça marche, assez bien. Je vais avoir les miroirs quand je vais l'utiliser en divination, c'est que j'ai besoin d'images, j'ai besoin de visuels. Les cartes, c'est très intéressant, c'est très sympa comme chose, ça te met des mots, ça t'explique un petit peu certaines choses, mais des fois, tu as besoin de voir, par exemple, dans le passé, ce qui s'est réellement passé. Tu as besoin de voir la scène, en fait, pour comprendre et même aller plus loin, avoir des ressentis. Et dans ce but-là, le miroir va m'être utile en divination, mais il faut savoir que quand je dis, c'est qu'on est vraiment en mode là, il faut une réponse tout de suite maintenant, c'est important. Donc là, c'est un peu le dernier pas avant qu'il se passe quelque chose ou que j'ai besoin d'une information rapidement. Le miroir va être utilisé par exemple en attraction, donc on va utiliser ce qu'on appelle des bains de miroir, des condensateurs qu'on va appliquer sur des miroirs pour par exemple faire des sorts d'attraction envers nous-mêmes pour l'estime de soi, la confiance en soi, la glam magic. On va pouvoir utiliser les miroirs également en envoûtement, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de le mettre dans le podcast pour des raisons, voilà. Et il va y avoir beaucoup de choses, par exemple des invocations. Pour aider à une invocation, on peut consacrer un miroir à être un portail qui va être aussi très, très intéressant pour, entre guillemets «maximiser les chances». Il faut savoir que les miroirs ont toujours été un outil, de prédilection pour tout ce qui est en lien avec les invocations. Hem, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu as d'autres questions peut-être? Beh, on a souvent entendu que les miroirs, par exemple, faut pas mettre un miroir, devant un lit quand tu dors ou, il faut pas trop, enfin, des fois, il faut voiler les miroirs parce que ça peut être un portail pour les entités négatives, dans le sens où il y a des gens qui peuvent des sorciers ou sorcières qui peuvent envoyer des énergies au travers un miroir. Donc moi, j'ai ce point de vue du miroir en tant que portail. C'est vrai que j'avais pas du tout enfin, ce point de vue d'amplificateur d'énergie ou même pour la divination, c'est vrai que c'est pas très concret. Donc je pense qu'on pourra peut-être, appuyer ces points-là. Mais est-ce que tu peux nous donner ton avis sur, le fait que les portails énergétiques, ça peut vraiment être très relié au miroir? Alors, moi, je vais casser tout de suite cette image parce que, pour Beh, le tant coup, mieux. vive le New Age, vive les conneries New Age en avant, en Guingamp. Alors, pour ce qui est du miroir face au lit, c'est ce qu'on appelle du Feng Shui. Ce n'est pas de la Mmh. sorcellerie, du Feng Shui. C'est un art de vivre asiatique. Ça veut dire n'est pas dans l'obligation de le prendre comme argent comptant. Et si vous saviez le nombre de sorts que je fais avec un miroir en face de mon lit quand je dors, si vous pouviez ne serait-ce qu'imaginer le nombre de sorts que vous ratez en faisant ça. Par exemple, justement, dans ça, c'est une pratique que j'ai plutôt vue pour tout ce qui est en Angleterre. On va utiliser notre double. Alors, c'est quoi notre double? Il y a cette croyance avec le reflet que c'est une partie de nous et qu'on Mmh. peut invoquer cette partie de nous. Et justement, quand tu dors, il y a un sort que j'aime beaucoup, mais par contre, qui a beaucoup vous fatiguer. Je préfère vous prévenir si un jour vous êtes intéressé sur le sujet. Ça va être de mettre un miroir en face de toi pendant que tu dors. Le toi physique dort, mais le toi qui n'est pas physique travaille. Tu vois ce que je veux dire? Je C'est vois. Max c'est son temps. Donc, en fait, ouais, ça, c'est le seul truc où, ouais, le feng shui dit que, mais est-ce que vous pratiquez le feng shui? Est-ce que vous avez des croyances feng shui? Qu'est-ce qui explique que vous faites ou non dans le feng shui? Moi, pour mon cas, bah, par exemple, bon, encore une fois, si vous avez des protections, ne le dites pas, mais je m'en fiche, j'en ai énormément des protections et j'en ai d'autres que celle-ci. J'ai un miroir de protection des lieux. Mais pour que le miroir fonctionne, bah, il faut qu'il soit dans un endroit où on voit toute la pièce, dont mon lit, dont moi qui soit exposé par exemple. Et du coup, enfin, les miroirs peuvent servir à la protection. C'est pas forcément des ouvertures énergétiques, c'est pas forcément des amplificateurs de portail et tout. Et d'ailleurs, je trouve ça extrêmement drôle comme croyance parce qu'on peut la débunker en 5 secondes. Si on dit que le miroir est un portail énergétique, bah du coup, c'est-à-dire que tous les miroirs, on est d'accord, sont des portails énergétiques dans cette croyance-là. Bah je te souhaite bonne chance parce que t'as un miroir sur ton attamé. L'eau, c'est un miroir. Ta cuillère C'est vrai. dans laquelle tu manges, c'est un miroir inversé quand tu regardes dans le creux. Il y a des miroirs absolument partout. Donc si on part de ce posteriori que tous les miroirs sont des ouvertures énergétiques, ben, même ton bijou, s'il a une surface miroitante, ça devient un miroir. Donc on peut pas, si on commence comme ça, on va pas y arriver. Et le pire, c'est je prends la croyance qui dit qu'il faut verrouiller
ouvrir ces miroirs où il y a des gens que je vois faire des petits pentacles dessus, ça fait peur, hein. Moi, j'ai mes larmes coulent quand je vois ça, hein. Vraiment, mes larmes coulent. Alors oui, on peut mettre un drap dessus, il y a pas de souci de mettre un drap dessus, mais le concept de verrouiller et d'ouvrir un miroir, pour moi, est assez problématique parce que ça revient à déplacer un problème. Je m'explique. Si effectivement il y a une entité dans votre miroir et que vous verrouillez votre miroir, l'entité elle est toujours de l'autre côté, hein. Elle est pas dégagée. Vous avez juste déplacé le problème. Et un jour peut-être que vous rouvrirez ce miroir et du coup l'entité elle sera toujours là. Et surtout que quand je vois comment est-ce que ils bloquent entre guillemets un miroir avec un pentacle, depuis quand mettre une protection, c'est égal à verrouiller? C'est-à-dire que si tu fais un pentacle sur ta cuillère, est-ce que ta cuillère est verrouillée? Est-ce que si tu fais un Mmh. pentacle sur toi, tu t'es verrouillé? Il y a un gros amalgame qu'il faudrait vraiment, dissoudre, je pense, autour de ceci. C'est vrai, tu as tout à fait raison. J'avais vu aussi ce truc de faire un pentacle avec un peu d'eau salée ou je sais pas trop quoi pour empêcher C'est les ça. énergies, de passer. Mmh. Mais, ça veut dire qu'il faudrait déjà partir, de base que des entités puissent traverser les miroirs. Est-ce que tu sais Mais nous c parler un petit peu de ça? Ouais, mais déjà le problème c'est que même si entre guillemets, imaginons que tout ce truc de, faire un pentacle sur ton miroir fonctionne, est-ce que les gens sont au courant que les entités n'ont pas besoin de miroir s'ils sont appelés à aller à un endroit? C'est Qu'il y ait vrai. un miroir ou pas dans la pièce, une entité passera. Elle n'en a rien à faire qu'il y ait un miroir ou pas dans la pièce. Donc Mmh. il y aurait de quoi psychoter, en fait, si on part sur cette, théorie un peu, farfelue New Age. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les miroirs sont des portails dans les cadres invocatoires. Pour expliquer un petit peu l'histoire. Ça veut dire que quand vous pratiquez la Goétie, quand vous pratiquez des pratiques invocatoires, vous allez dédier un miroir particulier, généralement un miroir en obsidienne noire, puisqu'on l'utilisait par les Incas pour faire passer, faire le lien entre les deux mondes. Donc c'est vraiment un miroir qui est spécifique, c'est généralement un miroir qui est consacré, dont il y a eu des actes magiques qui sont faits dessus, qui eux, Mmh. oui, sont des miroirs, qui ne doivent pas être à la lumière du soleil, qui ne doivent pas être entre les mains de personnes profanes. Donc ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui ne pratique pas n'est pas censé avoir accès à ce miroir-ci, et qu'on couvre le miroir pour, entre guillemets, dire que l'action d'invocation, elle est fermée. Donc là, elle ne laisse plus passer d'entité. Donc on est passé à un cadre qui est vraiment très spécifique, un cadre qui est vraiment très encadré à tous les miroirs du monde sont des portails. C'est-à-dire C'est que le vrai. miroir Ikea que tu as acheté la semaine dernière, si on suit dans cette logique, bah, tu les entités qui viennent te faire coucou toutes les nuits, quoi. C'est ça. Mais je sais qu'il y a des miroirs, enfin oui, j'avais déjà entendu cette théorie, tu vois, que tous les miroirs seraient des portails et tout. C'est vrai que tu viens d'acheter un miroir. Bon, il y a pas vraiment énergétiquement parlant, il y a rien dans ce miroir. Enfin, je veux dire, il Il est sort pas d'une pile, chargé? il y a rien du tout. Donc, risque C'est pas ça. grand-chose. Mais par contre, si tu vas acheter peut-être un miroir en brocante, qui a vécu, qui a été dans un lieu peut-être Là, il y a chargé, plus tu de sais chances, oui. pas. C'est ça, En mieux fait, vaut le si tu veux purifier. exactement, tu purifies et c'est ça l'action que les gens devraient avoir de faire. C'est pas, fermer le miroir, ou je ne sais quoi. La première action à faire, c'est: «Je sens qu'il y a une charge, je sens qu'il y a quelque chose». Première action à faire, c'est de purifier. Si vous pensez réellement qu'il y a une entité dans votre miroir, l'action à faire, c'est pas de verrouiller le miroir, c'est de faire un bannissement. Mmh mh. Pour dégager ce qu'il y a dans le miroir. En fait, c'est vraiment ça que j'ai comme problème, c'est qu'on déplace le problème. C'est comme, par exemple, quand tu as chez toi, un fringue qui est par terre, tu as le choix de le ranger et tu as le choix de l'enjamber, de faire comme s'il n'y avait pas de problème. Quand vous C'est vrai. faites ce fameux verrouillage, j'ai l'impression que les gens juste enjambent et ne vont pas ranger le fringue pour régler le problème. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Oui, mais c'est Donc tu sais, j'ai remarqué que les gens avaient peur de la magie de bannissement. Ils classent ça directement dans la magie noire. Enfin, déjà, moi, je pars du principe que la sorcellerie n'a pas de couleur. Dire magie noire, magie blanche, ça n'a aucun sens. mmh Mais les gens classent la magie de bannissement comme une magie du mal, une magie où tu vas, directement pointer une personne, alors que la magie de bannissement, c'est pas forcément ça. Même quand tu es dans une relation toxique, la magie de bannissement, ça peut être, très bien et pour autant, la personne, ne sera pas attaqué physiquement ni rien du tout. Mais c'est vrai que les gens ont du mal avec ce concept de magie de bannissement, surtout sur les objets. À la limite sur les gens, je pense qu'ils peuvent capter, mais sur les objets, c'est vrai que comment est-ce que tu peux bannir, par exemple, une entité ou quelque chose, bon, j'imagine pas la grosse entité qui est bien, bien énergétiquement puissante, mais tu vois, une petite entité qui serait là ou qui t'embêterait un petit peu. Est-ce que tu aurais des petits conseils par rapport à ça?
Déjà, pour revenir un petit peu à ce que tu disais, ces gens qui disent que, le bannissement c'est mal, nin nin, bah, qu'ils Mmh. aillent dire ça aux prêtres exorcistes qui s'amusent à retirer les entités sur les machins, tu vois? Pourtant le prêtre, Oui. il est représentant de l'Église, il est censé représenter le bien. Donc leur Mmh. logique, elle tient sur un fil quand même. Si jamais il y avait une entité, donc par exemple, dans un endroit ou des choses spécifiques, de ce que j'ai lu, donc ça marche sur la magie arabe, mais il y a aussi en France. Mais en magie Mmh. arabe, ce qu'on fait généralement, c'est que, par exemple, quand il y a un djinn qui est collé à une personne, quand il y a un djinn qui est collé à une maison, quand il y a un djinn qui est collé à un objet, il y a une pratique où on va utiliser un couteau spécifique, ce qui serait un petit peu l'équivalent de notre atamé chez nous, et on va «diriger» entre guillemets, le djinn dans un autre endroit. On prend généralement, ça va être, une bouteille qui va servir d'enclave. Pour expliquer un petit peu brièvement ce qu'est une enclave, c'est, quelque chose qui permet d'enfermer une entité. Mmh. Rapidement. D'ailleurs, on peut utiliser, dans la magie des miroirs, les miroirs comme enclave pour venir foutre l'entité à l'intérieur. On peut aussi utiliser des cristals de roche, boucles de cristal, qui sont Oui. aussi des cousins du miroir, justement, que c'est très intéressant. Donc généralement, on va faire lors d'un rituel, on va diriger, on va amener, on va forcer l'entité, donc le djinn, à rentrer dans un autre objet pour laisser tranquille l'endroit, la maison, le lieu. Simplement. Mmh. C'est aussi des pratiques qu'on va retrouver, chez nous en Europe, mais c'est vrai que récemment j'ai eu une lecture, sur ça, sur la magie arabe, donc c'est ce qui m'a revenu le plus rapidement, mais c'est vrai qu'on le fait aussi avec les cristaux de roche chez nous, en fait. C'est vrai. Est-ce que tu trouves que, les cristaux, enfin, tu sais, les boules de cristal et tout, ça peut être associé à de la magie des miroirs? Ouais, c'est la petite sœur du miroir, en fait, le cristal de roche. Si tu veux, à partir du moment où je vais revenir sur la divination parce que pour moi Mmh. c'est ce qui fait un bon lien. À partir du moment où tu as un reflet, tu peux faire ce qu'on appelle du scrying, de la scrutation. Et les miroirs, bah, du coup, c'est par excellence l'outil de scrutation pour faire de la divination, mais l'eau aussi et les cristaux aussi, dont le fameux cristal de roche qui est sous forme de sphère qu'on appelle boule de cristal. Et pour moi, c'est un outil qui est très, très proche du miroir parce que ce qu'une boule de cristal peut le faire, le miroir peut le faire aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, qu'est-ce que tu vois quand tu pratiques dans un miroir? Par exemple, pour la divination, est-ce que ça te permet d'amplifier les énergies que tu as ou de te connecter avec, le divin ou l'univers ou tout ce que tu veux? Ou est-ce que tu vois concrètement des choses, au travers la boule de cristal ou du miroir? Alors il y a 2 possibilités, les 2 m'arrivent, donc c'est pour ça que je me permets d'essayer de développer. Normalement, j'ai un petit schéma que j'ai préparé dans mon futur livre parce que j'essaie d'écrire un livre sur les miroirs en ce moment qui, du coup, est vraiment très simple pour un sujet qui est plutôt complexe. On va dire que lorsque vous utilisez le miroir, donc un miroir qui est consacré, un miroir magique pour le coup, qui a un lien avec la divination, vous avez votre œil physique qui voit la surface du miroir. Jusque-là, Mmh. tout le monde me suit? L'œil, voilà, qu'on a sur notre tête et on a ce qu'on appelle un corps astral. Et il faut Mmh. savoir que quand on va utiliser le miroir magique, le but c'est que notre œil astral, celui qui voit, qui fait la connexion avec l'au-delà, s'ouvre en même temps que celui qui est physique pour obtenir justement une superposition d'images. L'image sur notre plan matériel et l'image sur le plan immatériel. Et c'est comme ça qu'on peut voir des images grâce au miroir magique. La deuxième possibilité, ça va être d'utiliser le miroir, donc de se regarder dedans intensément pour entrer dans un état de transe et là, ça va être sous forme de flash. On peut même, sentir des odeurs pendant qu'on a le flash, entendre des sons, ce qui permet en fait d'être vraiment en immersion avec ce qu'on va capter comme, information via l'utilisation de ce miroir magique. D'ailleurs, il y a une pratique très intéressante en divination avec les miroirs qu'on appelle l'heptotromancie, qui est le fait de réussir à avoir des images du passé, du présent, du futur grâce à un miroir magique, sans le regarder à l'intérieur du miroir magique. C'est-à-dire que tu peux avoir ces images en fermant les yeux ou avec justement les yeux bandés, parce que le miroir Mmh. a cette capacité à te transférer, à canaliser l'image et te la transférer directement à ton œil entre guillemets, immatériel. Est-ce que tu aurais des petites techniques pour pouvoir, travailler sur ce genre de pratique? Par exemple, être dans un endroit calme, mettre une petite bougie ou des trucs comme ça?
Alors généralement, on peut accompagner notre séance d'une bougie. On Mmh. peut aussi accompagner notre séance avec de l'encens particulièrement, donc par exemple de l'encens divinatio, des encens qu'on va utiliser en divination de manière générale en fait. Et ça se fait dans alors il y a plein de manières d'utiliser les miroirs en divination, il y en a pas qu'une, c'est extrêmement large malgré qu'on aurait juste l'impression de se dire: «Oh je vais regarder le miroir et boum, ça arrive». Il y a Ouais. beaucoup de manières de divination avec les miroirs qui existent justement, mais l'une des plus communes veut qu'on se mette dans une pièce assez sombre, assez noire, qu'on laisse la bougie, entre guillemets, la lumière de la bougie se refléter sur notre visage pour entraîner plus facilement la transe. Pareil avec les odeurs de l'encens qui mènent plus facilement à la transe. Et ce qu'on peut également faire, c'est utiliser dans un premier temps un miroir noir. Pourquoi utiliser un miroir noir? Parce qu'il s'abstrait de la couleur. Donc ça veut dire que tu as, un stimuli visuel en moins, où là tu peux vraiment te concentrer sur ce qui est renvoyé sur le miroir et pas les couleurs de ton environnement. Mmh. Voilà, ça serait Je vois. mes premiers petits conseils et ensuite commencer avec des divinations un petit peu plus simples qui vont se rapprocher. Donc par exemple, des hydromancies où vous allez, prendre entre guillemets, «un bol d'eau» et utiliser de l'encre, par exemple, pour voir essayer de décortiquer, des petites images qui se mettent lorsque vous mettez de l'encre dans l'eau. C'est déjà un stade un petit peu au-dessus, je trouve, de ce qu'on peut voir avec les cartes, mais ça reste un stade en dessous de ce qui peut se faire avec le miroir parce que c'est assez compliqué, à appréhender. C'est assez compliqué de comprendre les symboliques qu'on peut avoir, c'est assez compliqué de se mettre dans un état de transe si on l'a jamais fait avant. Donc c'est pas forcément la divination la plus facile à faire. Moi, il m'arrive encore des fois, de ne pas réussir à entrer dans cet état de transe, de ne pas réussir à canaliser un message parce que c'est pas, quelque chose qui est facile à faire si on n'est pas concentré, si on n'est pas neutre également. C'est vrai. Mais ça, je trouve que c'est aussi, tu sais, quand tu essaies de communiquer avec une divinité, une entité, tes ancêtres ou tout ce que tu veux, canaliser un message, c'est très, très dur. Après, il y en a qui ont des Mmh, facilités, tu vois? Où, bon, voilà, tu et aussi parfois ça arrive sans que tu rien prévu quoi, ou tu sens une énergie ou quoi, ça arrive. Mais c'est vrai que, je trouve ça très intéressant en tout cas la divination par la magie des miroirs. C'est un truc que je connaissais mais alors pas du tout. Mais ça peut être vraiment intéressant et pour ceux qui mmh, veulent aussi se spécialiser un petit peu dans la divination, ça peut être aussi, une carte en plus, c'est dans leur ça. pratique donc Tu vois, c'est quand on vraiment disait sympa. les choses que je me souviens plus, mais que je sais que j'échoue ou que des fois ça marche pas, ben, la Mmh. divination avec les miroirs, ça marche pas à tous les coups. Il faut vraiment se Ouais. mettre dans, une posture où c'est calme, où personne vient vous déranger et tout. Mais oui, c'est une divination qui est très intéressante, qui amène un vrai plus et justement le miroir dans la divination, enfin, comment dire ça? Même pour, faire des voyages astro ou d'autres choses, c'est un outil. C'est nous qui faisons une grande partie, du travail finalement. Et si j'étais un peu plus douée, si j'avais un peu plus de «facilité» entre guillemets, pour faire des projections, pour faire des voyages astrals, je ne devrais pas avoir besoin de ce miroir. Donc c'est vraiment un outil, un support supplémentaire pour la sorcière pour obtenir ce qu'elle désire. C'est ça. Est-ce que tu sais un petit peu nous parler, si ça t'embête pas, des voyages astro avec, les miroirs? Je sais pas si tu te sens à l'aise, avec le fait de partager un petit peu tes techniques pour, partir en voyage, astral? Je sais pas. Mmh. Mais, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens et c'est assez dur en fait de faire une sortie de corps ou autre. Est-ce que tu sais un petit peu nous parler de ça? Alors, on va essayer du moins. Moi, généralement, quand j'en arrive à faire ça, c'est pour faire une détection sur une personne, sur un lieu ou par exemple, si j'ai besoin de me faire une projection astrale pour aller voir un endroit où je ne peux pas être physiquement présente. Donc c'est Mmh. vraiment pour ces 2 actions principales, détection et me déplacer à un endroit où j'ai besoin de voir ce qui se passe, en fait. Donc c'est là que sert le miroir principalement, dans ce cadre-ci. Pour obtenir cet état, je vais m'aider de, certaines onctions. Donc par Mmh. exemple, des huiles, je peux aussi, faire une onction en plus de mon miroir magique. Je peux Mmh. utiliser des brumes qui vont être là en tant que condensateur sur un miroir qui est déjà magique pour amplifier la chose. Il y a pas mal d'exercices de visualisation que je vous conseille de faire qui justement prennent des miroirs. Donc par exemple, mettez-vous face à un miroir, où on vous voit de pied. Regardez-vous intensément, détaillez-vous, regardez est-ce que, il y a des battements de cœur que vous arrivez à bien voir dans le miroir, regardez comment vos vêtements tombent, regardez comment les ombres, la lumière tombent sur vous. Ensuite, allongez-vous sur un lit, gardez bien à l'image ce que vous avez et vous visualisez avec tous ces détails, avec les ombres, les couleurs, comment tombent vos vêtements. Une fois que c'est fait, vous allez vous visualiser en train de marcher dans la pièce. Mais visualisez bien le mouvement, comment est-ce que l'ombre, la lumière tombe sur vous.
Ça va être pas mal déjà en termes de visualisation pour vous donner des premiers pas entre guillemets pour bien vous souvenir de ce que vous voyez lors d'un voyage astral. Parce que si t'es pas, quand tu vas revenir, il y a moyen que tu aies un petit moment de bug et que tu oublies presque ce que tu as vu en fait. C'est un peu comme quand tu te Ouais. réveilles d'un rêve. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc dans ce cas-là, ce genre d'exercice où tu marches, puis après tu cours, puis après tu utilises toute la pièce où tu étais juste avant, les détails, les couleurs, et après tu regardes, tu te réveilles, entre guillemets, tu prends le temps de bien te réveiller, de regarder autour de toi, est-ce que tout était exactement correct par rapport à ta visualisation? Est-ce que la lumière était pareille? Est-ce que cet objet était au bon endroit? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus dans le détail? Ce genre de petits exercices, ils aident énormément pour faire après des voyages astro, pour faire de la détection si vous voulez regarder une personne, un lieu par exemple. Donc voilà, c'était mon petit conseil. Merci beaucoup. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre un voyage astral et une sortie de corps? Oui, moi je trouve qu'il y a une différence. Quand tu fais un voyage astral, tu vas dans différentes densités. Donc ça peut être une densité pour rejoindre ta divinité, ça peut être une densité pour voir entre guillemets le monde énergétique que tu Mmh. vas avoir par exemple dans justement la détection qui est très intéressant. Par exemple, s'il y a une personne et que tu vois que ok il y a du parasitage autour d'elle, est-ce qu'il y a des larves énergétiques, est-ce qu'il y a des choses qui sont à côté d'elle, qui l'entourent, là ça va être vraiment voyage astral. Sortie de corps, ça peut être juste pour me déplacer et voir sur le monde physique. Donc, par Mmh. exemple, aller voir une personne directement, qu'est-ce qui se passe près de chez elle, s'il n'y a pas de protection, tu peux normalement y aller, quoi. J'ai entendu que, par exemple, le Vatican avait mis des protections énergétiques autour pour que personne Mhm. ne puisse rentrer, énergétiquement parlant ou dans l'astral, dans le Vatican. Je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, ça tient à la théorie que des entités, je parle d'entités, mais aussi, de nous sur le plan Personne, ouais. énergétique, c'est ça, se baladent partout et tout le temps. Après, c'est pas un truc que je fais tous les vendredis soirs non plus. Non, c'est sûr. Ça reste d'ordre assez, exceptionnel, enfin, c'est pas un truc Ouais. que je vais faire, même tous les mois, hein. Ça va être surtout dans un contexte vraiment très précis où je veux checker quelque chose, où, bah, là, on a un doute, on aimerait savoir s'il y a une entité dans le lieu, s'il y a une entité, sur une personne, donc ça reste vraiment à titre, assez exceptionnel, hein, qu'on se le Mmh. dise. Oui, oui, non, c'est sûr, faut pas faire ça tous les 4 matins. En plus, ça doit être tellement épuisant énergétiquement parlant, Bah, quand que tu reviens, en fait, c'est quand tu reviens que et puis, faut se le dire, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je préfère maintenant envoyer, les familiers faire le taf et par exemple, utiliser le miroir pour me dire: «Qu'est-ce que vous avez vu?» Hop, divination par le miroir, le familier te montre ouais. ce qu'il a vu en allant faire, à ta place ta projection ou ton voyage astral, tu vois? Ou ta sortie de corps. Ça limite un maximum les risques si tu veux et eux, ils peuvent des fois, voilà, ils peuvent passer à côté de certaines protections, donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est assez énergivore. C'est quelque chose que justement je fais de moins en moins, bizarrement. Parce que, maintenant j'ai trouvé d'autres petits, subterfuges, pour ne plus avoir à le faire et ne mettre le moins possible en danger. Et en Mais oui, c'est ça plus, parce tu que laisses tes traces, quoi, quand tu fais ça. Si tu sais pas oui, les retirer, tu laisses des traces. On peut c'est savoir ça et qui était là. c'est ça, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas faire de sortie de corps ou de voyage, astro parce que ça pouvait être dangereux aussi du fait de ne pas savoir revenir dans son corps et oui, c'est sûr, tu laisses des traces énergétiquement parlant. Est-ce que tu saurais un petit peu développer ça? Ouais, carrément. Bah, je vais illustrer avec, une fois où ça s'est mal passé, ou une fois où Mmh. il y a eu des séquelles, la fois de trop, celle qui te fait prendre conscience que ce n'était pas une bonne idée. Mais c'est horrible, mais c'est que qu'en faisant des erreurs que tu te rends compte que voilà, quoi. Faut savoir que, comme je vous ai expliqué, j'ai découvert la magie des miroirs aussi à un moment de mon apprentissage en tant que sorcière. Pour moi, quand tu étais protégée, point. C'était comme ça que je voyais les choses à l'époque. Sauf que, bah, aujourd'hui, je suis initiée et je peux vous dire que tu es censée avoir des protections en fonction de ce à quoi tu veux te protéger. Ce qui est Oui, logique, tu vas pas te protéger avec, un œil de tigre qui renvoie la négativité à son émetteur, si tu veux te confronter à une entité. Ça n'a aucun sens. Ça c'est n'a vrai. aucun sens. Et du coup, si jamais vous êtes amené à faire ça, je vous invite à faire des protections en lien avec votre corps astral. Justement, protéger le Mmh. corps astral, qui est très important, et pas la négativité, est-ce que je prends mal les choses. Enfin, en plus, une pierre, c'est assez... je trouve que c'est pas assez comme protection, justement dans ce genre de travail, mais bref, bon, je verrai si je peux développer au pull ou pas là-dessus.
Mais du coup, à l'époque, mes protections étaient un petit peu bully, quoi, étaient un petit peu nulles par rapport à l'activité que je faisais. Et pour moi, j'étais vraiment protégée, tu sais, dans l'état, en mode, ouais, j'ai mes pierres de protection, tout va bien. Et il y a un moment où je me confronte à plus fort que moi. C'est-à-dire qu'il y a une entité qui est en plein milieu de mon voyage, quand j'étais en train de regarder un petit peu pour checker le lieu, qu'est-ce qui se passait sur le lieu, je regarde, voilà. Ah ok, il y a ça. Je suis capable de décrire après un petit peu l'environnement, parce que quand je reviens, le but c'est de pouvoir dessiner pour remontrer ce que j'ai vu en fait à la personne. Puisque, bah, Mhm. quitte à avoir fait une licence d'art, autant la rentabiliser un maximum. Donc voilà, je check, je regarde, et puis d'un seul coup, il y a comme un énorme nuage vert qui grossit, qui prend après tout le champ de vision. Et d'un seul coup, comme une claque dans la figure, je suis ramenée à mon corps physique. Mais c'était pas de Mhm. mon fait, c'était pas voulu, j'ai pas fini, entre guillemets, ce que j'avais commencé. Et en revenant, je commence à pleurer. Mais à pleurer comme une madeleine. Impossible de l'expliquer. Vraiment très très chamboulée de ce qui vient de se passer. Déjà, mon ego en prend un coup parce que je comprends que eh ben, il y a plus fort que moi. Oui. Ça se passe pas comme on veut comme ça, on fait pas ce qu'on veut chez tout le monde, voilà, hein, c'est pas voilà, on se prend la claque dans la tête en mode, tu n'as pas les clés en main pour faire ce que tu es en train de faire. Et surtout, ben, pendant 3 jours après cet événement, j'étais comme désorientée, c'est-à-dire que je me levais, j'allais dans une pièce, je sais plus pourquoi j'allais dans la pièce. En fait, un manque d'ancrage où t'es paumé. T'es vraiment paumé, tu sais plus ce que tu fais, t'arrives plus à te concentrer, tu peux rester des heures à regarder le vide, c'est chaud. Voilà. Ouais. Donc après, il faut vraiment que si ça vous arrive, faites des exercices d'enracinement, faites des exercices d'ancrage, prenez un petit peu de temps pour vous reposer, et apprenez de vos erreurs. Parce que quand t'apprends de tes erreurs, tu progresses, et après tu ne les fais plus, tout C'est ça. simplement. Est-ce que tu sais maintenant ce que c'était ou pas cette énergie verte ou? Bah, ça devait être une entité des lieux qui était pas spécialement très, 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 très coopérative, pas très, très contente de voir quelqu'un, à un endroit où je ne devais pas être apparemment. Bah, écoute, oui, tu as raison, hein, il faut que les gens apprennent, de leurs erreurs et puis mieux vaut faire des erreurs et apprendre que, Mmh. faire des grosses, grosses erreurs et juste en prendre plein la figure et ne pas savoir quoi faire après. Tu disais du coup qu'au niveau énergétique, au niveau des protections, tu trouvais qu'avoir certaines pierres, c'était une bonne protection, mais c'était pas suffisant. Je voulais te rejoindre là-dessus parce que c'est vrai que on me demande beaucoup: «Oui, tu quoi comme enfin non, on me demande pas une protection, mais tu conseillerais quoi comme protection? Parce que je vais faire ci, je vais faire ça». Mais on oublie souvent de demander: «Mais de quoi tu veux te protéger?» parce que c'est bien d'avoir une petite obsidienne dans ta poche, mais déjà si elle est pas, enfin si tu mets pas les bonnes intentions dedans, que tu fais pas un rituel autour ou quoi, ça ne servira à rien contre une grosse entité qui va être un vampire énergétique ou autre quoi, tu vois? C'est ça, et puis l'obsidienne, en plus, d'une personne à une autre, elle répond totalement différemment. J'ai encore des anecdotes sur les miroirs et les miroirs d'obsidienne. Comme je vous l'ai expliqué, bah, l'obsidienne, elle était utilisée pour se connecter au monde de l'invisible. Donc il y a certaines personnes qui sont là, qui veulent se protéger et tout, parce qu'ils voient des entités, et ils prennent une obsidienne. Donc finalement, ils se rendent compte que ils les voient encore mieux, les entités, après. Au néolithique, ça a été utilisé pour tailler justement des flèches. Donc en fait, l'obsidienne, tu peux même t'en servir pour attaquer, pour faire des malédictions. Tu peux t'en servir effectivement comme protection également, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment voir en fonction de vous comment vous réagissez déjà à certaines pierres. Désolée, il y a mon côté vendeuse en boutique ésotérique qui a pris le dessus. Mais ouais, c'est pour ça que déjà il faut trouver ce qui fonctionne pour vous, et aussi il faut des protections qui sont spécifiques à l'activité que vous allez faire. C'est hyper c'est nécessaire, c'est important, il faut se renseigner. C'est ça et aussi multiplier ses protections. Parce que c'est bien d'avoir une petite Mmh. protection, bon, enfin, sur soi, c'est très bien, mais ça n'empêche qu'il faut protéger sa maison, il faut protéger son énergie. Donc avoir un max, max, max de protection, que ce soit de la protection la plus basique, avoir une petite pomme de pin ou la protection hyper poussée avec un vrai rituel, avec des invocations, des évocations, C'est tu vois? ça. Il faut savoir que selon l'activité que vous faites, vous n'avez pas la même prise de danger. Par exemple, Mmh. quand tu invoques les 4 éléments et que tu fais une petite consécration, on n'est pas sur le même danger que, Ouais. «Bonjour, je viens dans l'astral regarder ce qui se passe chez les gens. Oh là là, tiens l'entité», et d'ailleurs, il faut aussi avoir, ce truc de se casser, de se dire: «Je suis en danger, j'arrête. Je ferme Mmh. la séance, c'est clos, je reviens à moi, je me tire». Il faut aussi avoir ce truc de se dire: «Stop, maintenant». Et il faut se fixer des limites, je pense, c'est très important.
T'entends quoi par se fixer des limites? Quand tu contrôles pas une situation, tu t'arrêtes. Tu OK. clôt, tu finis, c'est mort. C'est ce que Ouais. j'aurais dû faire. Quand j'ai vu ce truc vert que j'avais jamais vu, j'aurais dû me dire: «OK, je vais le noter quand je vais revenir moi, je vais le noter, mais là, je contrôle pas la situation. Je reviens à moi et c'est Mmh. ciao». Et maintenant, bah, ça va mieux parce que, bah, j'ai les clés en main pour le faire, j'ai pu expérimenter, j'ai les bonnes protections, je sais comment réagir, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais dû faire ça. Mmh. Ça aurait pu aussi, très, très mal tourner. Moi, j'ai une personne de ma famille, on dit qu'elle serait, restée du coup dans l'astral et qu'elle n'aurait pas pu, revenir dans son corps parce que c'est une personne qui faisait beaucoup de voyages astraux. Dans ma famille, c'était un petit peu la personne lunaire parce qu'on comprenait pas trop ce qu'elle faisait, beaucoup de Mmh. carnets, de notes et cetera, hem et on l'aurait retrouvée dans une position assez étrange, en état un peu méditatif. Et il serait décédé dans cette position-là, qui est quand même un petit peu, enfin voilà, c'est pas une Ah position où il peut te ouais! coucher, tranquille. Donc voilà, dans la famille, on raconte que c'est parce qu'il aurait fait des voyages astraux et qu'il aurait pas su revenir dans son corps. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On le saura jamais, Le mais du doute coup, j'ai toujours cette plane. crainte. Mais c'est ça, et j'ai toujours aussi cette crainte, de faire involontairement un voyage astral parce que moi, j'ai souvent ce sentiment, tu vois, où tu commences un peu à flotter. Tu sais Mmh. pas pourquoi, tu sais pas comment, tu commences à flotter et moi j'ai ça au niveau du troisième œil qui commence un peu à picoter, tu vois? Je me dis: OK, «Bon, je vois. pourquoi pas?» Et j'ai toujours cette crainte aussi, quand on me dit: «Oui, j'aimerais faire des voyages astro et tout», faites attention quand même à savoir ce que vous faites. Parce que si vous faites C'est un truc, ça. vous savez pas comment revenir, vous savez pas comment même faire le voyage astral, ça peut être très problématique une fois que vous êtes dans l'astral et que vous vous dites: «Bon, il serait temps de rentrer» et que vous savez pas comment, quoi. Ça, c'est ça. C'est pour ça que ce que j'aime bien avec le miroir, c'est que ça met un cadre. C'est-à-dire que tu sors l'outil, donc tu sais que, tu vois ce que je veux Mmh dire? mh. Ça matérialise l'acte qui, lui, n'est pas matériel normalement et comme j'ai dit, on n'est pas censé avoir besoin d'un miroir, mais le fait de sortir le miroir, de sortir tes petits encens, d'allumer tout, de faire ça dans un cadre plutôt rituel, ça permet Mmh. pour moi de mettre un cadre qui est assez important justement dans ma pratique. Je mets beaucoup de cadres dans chaque, action que je fais et après, il faut aussi se dire: «Bah, OK, c'est pas pour moi. OK, c'est un truc que je ferais pas. OK, même si, c'est très intéressant, c'est pas pour moi. Je lâche Mmh. prise là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'il faut un peu aussi sortir de ce truc, «Ah c'est très witchy, c'est très esthétique, je veux le faire aussi, nina nana» et limite à faire une pratique, alors qu'en fait, non. Moi j'avais eu ça aussi un petit peu avec les spell jars, c'est un truc que j'aime bien, mais je me reconnaissais pas dans les spell jars de TikTok, les spell jars de YouTube où, tu mets un petit peu d'herbe, hop, c'est fini. Alors qu'en fait, une spell jar, c'est pas censé C'est être pas ça ça. du tout. C'est pas C'est pas ça une ça, je te spell confirme. Mais c'est ça, une spell jar, tu es censé mettre quand même tu es pas censé mettre 3 brins d'herbe, quoi. Tu es censé mettre quand même assez de quantité, de plantes, mettre une énergie spécifique. Tu peux faire un rituel autour, tu dois mettre des témoins, enfin, il faut que ce soit quand même un truc énergétiquement parlant, Et bah, c'est qui un soit là, quoi. rituel, en fait, ça peut pas, moi, ce qui me fait un peu rire maintenant avec les réseaux sociaux, c'est, rituel fait en 2 minutes, rituel fait dans des livres, j'ai pu voir là, des livres bien new age. Comment faire un rituel en 5 minutes? Et je suis là, je suis en mode: «Oh, ah!» Et là, on parle bien on parle de rituel style spelljar justement et je suis en mode: Mmh mh. «Ah ouais, donc toi, en 5 minutes, t'as le temps de faire un cercle de protection, t'as le temps de faire de la visualisation, t'as le temps de te connecter, t'as le temps d'appeler, les 4 directions, les esprits, par exemple élémentaires selon votre pratique. Donc toi, t'as le temps de faire tout ça en 5 minutes. C'est Ouais. intéressant». Mais on est dans une génération, on va dire, qui veut faire tout très vite et je trouve que des fois ça enlève un petit peu aussi l'essence et la beauté de la sorcellerie parce que alors ça je dis pas, on peut avoir des rituels qui durent pas très longtemps, tu vois? Allez Oui, il y a 30 pas de minutes. souci. Bon, et si tu as les clés en main, si tu sais à peu près comment faire, bon, c'est pas obligé que ça dure une plombe et demie, tu vois? Ça C'est peut ça, aller à ouais. peu près vite. Mais essayer de caler un rituel en 5 minutes parce qu'après tu as examen et que c'est ça, en fait non, déjà faut laisser le temps de la bougie, se consumer. Tu vas pas commencer à faire un Mmh. truc de fou, enfin faut que ça fonde, tu vois? C'est Ou ça. ça sert à rien de voir la liste toujours super vite, mais en vrai je peux comprendre parce que la sorcellerie c'est long, faut étudier, faut lire, mais si tu passes pas par là, bah, tu fais des dingueries, quoi. C'est ça, exactement. Ça, je peux que te rejoindre là-dessus. Ouais, mais c'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'il y aura du coup de plus en plus de livres ou de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux qui vont un peu dire: «Vous êtes pas obligés de prendre 3 heures pour faire un rituel, mais consacrez au moins minimum 15 minutes, le temps de faire votre visualisation, de vous mettre dans un état quand même de concentration». Enfin, C'est ça, après moi j'appelle plus ça de la manifestation.
Tu vois, quand c'est des Mmh. trucs qui sont faits en 2 secondes, touiller, ton café dans le sens des aiguilles d'une montre, pour moi, c'est pas un rituel, ça, c'est de la manifestation, tu vois? Mais bon, je Ouais. pense qu'il y aura toujours un écart un petit fossé qui se fera entre la génération sorcière moderne plus plus et puis, les autres finalement. Mais c'est ça, après moi je pars du principe, tu vois, qu'en soi en fait, je suis pas trop dans ce truc de new age et ancienne sorcellerie, c'est plus, toi, ta pratique, comment est-ce qu'elle est basée? Est-ce que tu veux faire une pratique facile, simple? Ou est-ce que tu veux faire une pratique plus travaillée où tu vas apprendre des choses et où tu vas avoir peut-être bah, des fois ça fonctionne pas et c'est OK, mais des fois ça fonctionne et comme c'est de la sorcellerie plus travaillée, on va dire, tu vas avoir des vrais, enfin ça va fonctionner quoi, tu vois ce que je veux dire? Mmh, je Hem, vois, je vois. donc voilà. Mais je trouve que, on peut faire de la sorcellerie, sans forcément que ça aille droit. Après comme tu dis touiller dans son café, tu peux mettre des correspondances. En soi, moi je pars du principe que plus tu rassembles de correspondances, plus énergétiquement parlant, tu te rapproches de Ouais, l'énergie. Mais ça n'empêche que oui, c'est sûr, tu as pas de cercle de protection, tu as pas d'incantation, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est ça. c'est pas très witchy, on va dire. Mais bon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta pratique avec Steria. Astéria? Pardon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Hem Ouais, pourquoi pas. Astéria, du coup, pour mettre un petit peu de contexte, c'est une titanide du panthéon grec. C'est la Mmh déesse mh. des étoiles filantes, la déesse du ciel étoilé de manière générale, donc associée aux étoiles. C'est une divinité avec laquelle j'aime beaucoup travailler, encore une fois pour sa polyvalence. Par exemple, quand on regarde c'est quoi une planète c'est une étoile. Par exemple, si je veux me connecter à l'énergie de Vénus, je peux passer par Astéria, puisqu'elle s'occupe de tout ce qui est en lien avec les étoiles. C'est aussi une divinité qui est oraculaire, donc qui est très Mmh. intéressante quand on veut faire de la divination. Elle passe principalement par le biais de rêves, pour faire comprendre des messages, pour avertir, pour aussi donner des solutions, donc dans une forme un peu de guidance finalement. Voilà, c'est une divinité avec laquelle je travaille depuis quelques petites années maintenant, donc tout se passe très, très bien, je l'honore, je sais pas ce que je peux raconter de plus. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Bah, déjà, comment est-ce qu'elle est rentrée dans ta vie? Est-ce que, tu étais, tu sais, par biais de signes ou c'est que c'était de ton plein gré, on va dire, que tu as été de toi-même? Et voilà. Là, pour le coup, ça a été plutôt de moi-même. En fait, j'ai comment dire ça? Je sais pas si on peut dire d'un lien, mais en tout cas, j'ai un affect tout particulier pour tout ce qui est associé au ciel étoilé, aux Mmh mh. étoiles filantes. Mes plus beaux moments de vie ont toujours été sous des ciels étoilés, où il y avait une étoile filante pas loin ou quelque chose comme ça. Et du coup, je souhaitais dans le cadre de ma pratique, me rapprocher un peu d'une divinité qui était associée à ça. Donc il y a plusieurs divinités hein, qui sont associées au ciel étoilé, à la nuit, enfin tout ça. Et quand j'ai entendu le nom Astéria, j'ai fait OK, c'est elle, c'est elle. Et à partir de là, je me suis renseignée dessus, j'ai essayé de l'honorer. Donc ça commençait au tout début avec allumer une bougie, raconter un petit peu ma Mmh. vie, la prier. Et de fil en aiguille, ben, on a fait un petit peu mieux, on a offert une statue, on a fait des dessins pour elle, on allume des encens, on fait sa petite prière, on met un autel. À chaque fois que je passe le matin devant mon autel, puisqu'il est dans ma chambre, bah, c'est une petite pensée pour elle. Quand j'allume un téléphone, un ordinateur, une tablette, elle est sur le fond d'écran pour avoir toujours une petite pensée pour elle. C'est une divinité qui généralement s'honore plutôt la nuit, vis-à-vis Mmh. de sa correspondance, donc c'est, la nuit, allumer des bougies, avoir et puis l'éteindre avant d'aller dormir surtout, faites-le. Oui. Voilà, donc c'est, aussi par le chant, par la danse, de choses qui pouvaient se faire sur, l'île qui lui est dédiée, qui est l'île de Délos. Ça va être, bah, en fait, ouais, c'est célébrer la divinité, célébrer, dans tous les sens du terme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des offrandes que tu fais? Je sais qu'il y a certaines personnes qui, vénèrent aussi cette divinité. Tu sais, quand on débute, on connaît pas trop, les correspondances, et les offrandes. Tu sais Mmh. nous parler de ça? Ouais, carrément. En offrande, principalement, on va avoir la musique puisqu'elle est représentée avec une lyre. On va avoir aussi ce qui va être brillant, donc ce qui va rappeler les étoiles. Ça peut être une bougie dorée, une bougie argentée, ça peut être, du coup, ben, tout type d'offrande la représentant. On va pouvoir mettre aussi, Asteria est quand même une divinité avec une énergie assez, féminine qui est présente, une divinité,
Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à utiliser de la myrrhe comme encens que je Mhm. vais allumer pour elle principalement. Je sais pas si ça répond à ta question du coup. Ouais, c'est génial. Merci. Est-ce que tu te considères dans un courant, de croyances ou de pratiques, spécifiques comme hellénisme ou autre, ou pas forcément? Moi, je dis que j'ai des croyances basées sur l'hellénisme, mais je ne me dis pas helléniste, dans le sens où c'est impossible de retrouver ces mythes, c'est impossible de le refaire au détail près, parce qu'on n'a pas Mmh. assez d'informations, même si les archéologues, les historiens font un très très bon travail là-dessus. Il nous manque certains éléments et tous les ans on découvre des nouvelles statues, tous les ans on découvre des nouveaux écrits, des nouvelles choses. Donc pour moi, je peux pas me dire helléniste. Néo-helléniste, je ne sais pas parce que je travaille quand même pas mal avec des choses en lien avec le panthéon grec, mais ouais, je ne saurais pas me positionner exactement. Ce qui est sûr, c'est que j'ai des croyances basées sur l'hellénisme. C'est le seul point où je peux l'affirmer. Ouais, mais c'est sûr, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent du coup avec des divinités, helléniques. Bah, c'est mon cas, voilà. Je pratique avec, enfin plus avec Aphrodite et c'est pas pour ça que je me considère helléniste, même si je crois que toutes les divinités du panthéon grec, existent mais je considère aussi que toutes les divinités de la terre existent. C'est pour ça que j'ai Les du mal à me égrégores. considérer, c'est ça, à me considérer en tant que helléniste, comme tu vois, je pourrais me considérer en tant que enfin, je pourrais pas me considérer en tant que chrétienne, mais étant donné que je pars du principe que Dieu, Jésus existe, tu vois, ce serait un peu bizarre de me considérer dans une pratique spécifique étant donné que je considère que toutes les divinités de la terre existent. Existante. Ouais, je C'est vois ça. un petit peu ce principe d'égrégore aussi, j'y crois personnellement. Oui. Est-ce que pour finir le podcast, tu peux nous partager tes petits witch tips et si tu as des livres à conseiller pour les débutants ou pour les moins débutants? Witch tips par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que tu veux, un truc que tu utilises par exemple dans ta pratique ou, un truc moins connu? Alors moi, il y a un petit truc que j'aime bien faire pour voir si je suis apte ou non à pratiquer avec les miroirs, mais ça va fonctionner également dans d'autres pratiques, j'imagine, ou pour, par exemple, voir si vous êtes assez concentré tout simplement, assez neutre pour, pratiquer, que les émotions, ne submergent pas, même si ça peut être très intéressant dans certains rituels évidemment. C'est que je vais décompter de 50 à 0. Si j'arrive à le faire à haute voix, sans que ça se «casse» entre guillemets la suite, c'est que bon bah je suis assez apte à être neutre, assez apte à être concentrée, que j'y arrive, il y a pas de problème, bon bah let's go, on peut tenter. Si au contraire, après plusieurs essais, je vois qu'à chaque fois, bah ça vacille, j'oublie un nom ou quelque chose comme ça, je laisse Mmh. tomber. Comme ça, je sais qu'on refera une autre fois, mais là c'est pas le moment, on n'est pas concentré sur l'objectif, on n'arrive pas à être neutre, donc je laisse à la prochaine fois. Des fois, il faut juste se dire, «C'est pas bon, mais on verra plus tard». Mouais, c'est une très bonne, un très bon petit tips. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais des petits livres maintenant à conseiller? Heu, Malheureusement, ouais, on est surtout ce qui va être familier et image des miroirs, c'est assez pauvre en France ou bien c'est pas Mmh. adapté à notre public actuel, je trouve. Éventuellement, un livre que j'ai trouvé assez inspirant, c'est le Liber-Notes dans la Chaos Magic, parce qu'on traite justement de magie des miroirs, de comment entrer en transe avec les miroirs, comment utiliser un miroir, bon, pour faire certaines actions plus ou moins viables, ça c'est du tout à chacun, mais j'ai trouvé ce livre extrêmement inspirant et ça a amené un tournant dans ma pratique avec la magie des miroirs. Sinon, vous avez aussi, ça va être Le Miroir de la Sorcière, des éditions Danae ou Alliance Magique, je sais plus exactement. On n'a pas exactement la même pratique des miroirs, puisqu'elle, elle utilise des sigils et des bains de miroirs pour sa pratique, mais les deux sont totalement viables. Elle va avoir plutôt des petits rituels ou quel miroir sert à quoi à conseiller dans son livre, mais c'est un premier pas et après il faudra juste bien penser à croiser vos sources. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment génial de t'avoir sur le podcast. C'était hyper intéressant. Vraiment, même moi, j'ai appris énormément de trucs, donc je te remercie beaucoup pour ça. Au plaisir! Et voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. En tout cas, je remercie déjà Sister Ilzo d'avoir participé à ce podcast. J'espère que ça aura été intéressant pour vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre une jolie note sur le podcast ou à lâcher votre meilleur j'aime si vous êtes sur YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de WeChat. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!